Vous avez remarqué, quand vous regardez des publicités pour le jambon à la télévision, ça se passe souvent à la campagne, avec une famille modèle et un décor champêtre. Le jambon, lui, il est toujours rose, bien rose. Et 100% naturel, évidemment. Ne passons pas à côté des choses simples. C'est sympa, c'est savoureux, ça vous fait saliver dans le canapé. Eh bien, c'est le but, justement. Et si derrière ce rose bonbon se cachait l'un des plus gros scandales sanitaires de notre époque? En 2015, l'Organisation mondiale de la santé classait la charcuterie dans la liste des produits cancérogènes pour l'homme. Nous avons enquêté sur les ingrédients utilisés par les industriels du secteur. Ça peut provoquer des ruptures de l'ADN, faire muter les cellules en cellules précancéreuses. Nous avons découvert que pour empêcher ou freiner les réglementations sur certains additifs, les lobbies de l'industrie alimentaire œuvrent dans l'ombre depuis des décennies. Vous devez bien comprendre. Les industriels sont là pour faire de l'argent. Ils n'aiment pas le risque. Ils ne vont quand même pas laisser passer des choses qui pourraient nuire à leur business. Ça ressemble pas mal à ce que faisaient les industriels du tabac, c'est-à-dire qu'ils payent des scientifiques pour dire le contraire de ce qui est vrai. Au cœur de cette stratégie d'influence, il y a les scientifiques qui collaborent. Avez-vous été payé par le lobby de la viande pour ça? J'ai reçu une compensation pour mon temps, oui, comme les autres. Combien? Je ne le dirai pas. Et les scientifiques qui sont pris pour cible. Ils ont essayé de m'abattre, de me discréditer en fait. Scientifiquement, bien sûr. Ces efforts pour décrédibiliser le scientifique sont un élément clé d'une stratégie beaucoup plus vaste qui vise à empêcher ou retarder toute décision politique. Entre intimidation, mensonge et manipulation, nous allons vous révéler les preuves d'une stratégie planétaire où tous les coups sont permis. On vous a donné faim? Alors, à table. Ce soir, on vous invite. Pour savoir comment est fabriqué le jambon, nous avons commencé par une visite d'usine. Oui, Lucie, bonjour. Oui, c'est moi. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Merci. Bienvenue chez Fleury-Michon, l'un des leaders du marché en France. L'un des rares aussi à jouer la carte de la transparence. Le jambon que vous achetez, ça commence comme ça. De gros morceaux de viande de porc. Pour le goût, un petit bouillon de légumes. On met tout ça dans un moule qui reconstitue la forme du jambon. On fait cuire. Et à l'arrivée, on a des tranches bien roses et toutes rondes. Vous avez compris le principe? Alors, retour en arrière pour le détail qui change tout. Pour obtenir ce beau jambon, il y a une étape très importante. Il faut piquer la viande. Une machine, avec des dizaines de seringues, injecte un liquide dans les morceaux de porc. Dans ce liquide, il y a un additif essentiel. Laurent Rouleau, le patron de l'usine, nous le montre. Dans le sac jaune, voici le sel nitrité, un mélange de sel et de nitrite de sodium, l'additif E250. Le sel nitrité sert à assurer la conservation du jambon, à lutter contre des germes pathogènes et aussi de donner la couleur et le goût caractéristique de la charcuterie. Il va agir en donnant une coloration rosée en fait, à la charcuterie. En fait, le monsieur nous explique que le joli rose bonbon de notre jambon n'est pas du tout naturel. C'est grâce au nitrite de sodium. Cet additif fixe le rose de la viande pendant la cuisson. Sinon, le jambon aurait la couleur d'un rôti de porc. C'est pour ça que les industriels ne peuvent pas s'en passer. Un fabricant de charcuterie va nous le confirmer.
Le nitrite, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour la couleur, parce que, je vous dis, le jambon doit être rose, la trempe doit être rose, elle doit pas être brune, parce que sinon on va me dire qu'elle est pas fraîche ou qu'elle est, etc. Donc, en clair, je cuis une viande, ça donne un jambon gris. C'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qu'il faudrait faire. Pourquoi vous ne faites pas du jambon gris? Mais parce que personne ne va l'acheter. Tout simplement, personne ne va l'acheter. Et le marché ou le consommateur n'est pas prêt à ça. Donc pour vous, aujourd'hui, c'est vraiment un problème de couleur, en fait? Ah ben clairement, oui. Clairement, parce que sinon, on peut saler la viande avec du sel de Guérande sans problème. On récapitule. Le jambon rose, ce n'est pas naturel, mais sans rose, et donc sans nitrite, impossible de vendre du jambon. Le gros problème, c'est que le nitrite est au cœur d'un énorme enjeu de santé publique. Cet additif est suspecté de jouer un rôle dans le développement d'un cancer très fréquent, le cancer colorectal, le 3e cancer le plus mortel en France. En cause, un phénomène qui arrive pendant la digestion. C'est de la chimie, mais on fait simple. Vous avalez un morceau de charcuterie. Vous pensez digérer tranquille, mais ce que vous ignorez, c'est que les molécules de nitrite vont réagir avec les protéines de la viande. Elles vont avoir tendance à se transformer en substances très dangereuses, les nitrosamines. Il faut aller jusqu'aux Pays-Bas pour comprendre les effets de cette réaction chimique sur notre santé. À l'Université de médecine de Maastricht. C'est là que travaille le professeur Theo de Kock, un toxicologue. Cela fait des années qu'il s'intéresse aux nitrites et donc aussi aux nitrosamines. Les nitrosamines sont connues pour provoquer des dommages dans le gros intestin. Ça peut provoquer des ruptures de l'ADN, faire muter les cellules en cellules précancéreuses, et c'est bien entendu quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Le professeur de Kock a notamment voulu savoir ce qu'il se passait dans le corps quand on ne mangeait pas de charcuterie et quand on en mangeait beaucoup. Pour ça, il a fait une expérience, avec des cobayes humains comme Arnaud. Pendant 2 semaines, cet étudiant a mangé 300 grammes de charcuterie par jour, l'équivalent de 8 saucisses et demi, ou de 7 tranches de jambon. Au bout de 15 jours de ce régime, nous avons observé que l'exposition des volontaires aux nitrosamines avait considérablement augmenté, de 2 à 3 fois plus qu'au début de l'expérience. Cette mutation chimique des nitrites en nitrosamines, le chercheur en a mesuré l'impact sur l'organisme. Dans son laboratoire, il a mené une expérience avec l'eau fécale des gros mangeurs de charcuterie comme Arnaud. Ce que vous voyez là, c'est l'eau fécale de 4 cobayes différents. Pour voir ce qu'il se passe dans le corps, les chercheurs ont mélangé cette eau fécale avec des cellules humaines. Le dépôt blanc, là, dans le tube à essai. Ensuite, ils ont observé ce qui arrive aux cellules. Si vous n'êtes pas exposé aux nitrosamines, la cellule est intacte, bien ronde comme celle-ci. Mais à un niveau important d'exposition, ça casse votre ADN. Votre cellule ressemble un peu à une comète. La destruction est vraiment très importante. Et plus vos cellules ressemblent à ça, plus vous avez de risques qu'elles deviennent précancéreuses. Et il faut combien de temps pour voir apparaître de tels dégâts? Ce genre de dégâts peut apparaître assez rapidement. Dans cet essai, nous avons isolé les cellules et nous les avons seulement exposées pendant une demi-heure. Et nous voyons déjà des cassures dans l'ADN. Ça arrive vraiment très vite. Et ça ne se produit pas qu'en laboratoire, mais aussi dans le corps humain. Et si on supprimait les nitrites, ça changerait quoi? Cela ferait une différence de plusieurs milliers de cancers colorectaux en moins en Europe tous les ans. C'est beaucoup? C'est énorme. Comme le cancer colorectal est un cancer très fréquent, un petit changement dans l'alimentation
peut avoir un impact considérable sur une population aussi importante. Des milliers de cancers et donc potentiellement de morts en moins, juste en supprimant les nitrites. Mais les industriels ont un argument massu pour justifier l'utilisation du nitrite. Son rôle protecteur contre le botulisme. Le botulisme, c'est une intoxication alimentaire provoquée par une bactérie qui affecte le système nerveux et qui peut même être mortelle. Ça fait flipper, non? Sauf qu'il y a un souci avec cet argument. Des industriels qui fabriquent de la charcuterie sans nitrite, il y en a déjà et leurs clients sont en pleine forme. Si vous faites un tour par Copenhague, après la petite sirène et avant la promenade le long des quais, allez donc faire un tour au supermarché, comme nous. Vous trouverez de la charcuterie sans nitrite. Et pour ceux qui n'ont pas fait danois première langue, c'est Uden nitrite. Il y en a partout. Vous la reconnaîtrez facilement à sa couleur, plus marronasse que rose bonbon. La marque la plus connue est produite à 150 km au sud de la capitale, dans la plus grande entreprise de charcuterie bio du pays, Hennegel. Le patron, un biochimiste, s'est lancé dans la charcuterie sans nitrite il y a 25 ans. Depuis, les autorités de santé publique du pays n'ont recensé aucun cas de botulisme lié à la charcuterie. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur de cette bactérie. En réalité, ça fait 50 ans que cette question est réglée en Europe de l'Ouest. C'était un souci dans l'industrie de la viande il y a 100 ans, quand les usines, les abattoirs n'étaient pas aussi propres qu'aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune inquiétude du côté du botulisme. Le vrai problème de santé publique, ce sont ces additifs qui peuvent donner le cancer. Et s'ils ne sont pas absolument nécessaires, il ne faut pas les utiliser. Pour vous, le vrai problème aujourd'hui, c'est le risque de cancer? Oui, c'est le risque principal aujourd'hui. Et c'est le cas depuis 30, 40 ans. Pourquoi les fabricants continuent à mettre du nitrite dans la viande? Ils ont peur que les consommateurs n'acceptent pas un produit qui n'a pas la couleur à laquelle ils sont habitués depuis des années. Hennegel est l'un des très rares industriels en Europe à se passer de nitrite. Les experts tirent pourtant la sonnette d'alarme depuis des années. Il y a 25 ans, un rapport de l'autorité sanitaire européenne recommande déjà de réduire les taux de nitrite dans les charcuteries. En 1999, ce rapport suggère de les abandonner. Malgré les études qui s'accumulent, la Commission européenne autorise toujours les industriels à ajouter beaucoup de nitrite dans leurs produits. Nous sommes donc allés poser nos questions au commissaire européen chargé de la sécurité alimentaire et de la santé, un ancien ministre lituanien. Pourquoi ne pas baisser les taux de nitrite? J'aimerais vous garantir que tout ça est dans les mains des institutions responsables qui sont chargées de suivre la question, de s'exprimer et de nous présenter les résultats finaux. Ça demande toujours du temps et des responsabilités. Pendant plus d'une heure, le commissaire va nous épater en langue de bois. Même devant tous les rapports d'experts européens qui, depuis 25 ans, alertent les autorités sur les dangers du nitrite.
Toutes ces études ne vous suffisent pas? Vous savez, toutes ces études sont accessibles. Et ça, c'est grâce à la transparence, grâce à la possibilité que vous avez d'y accéder, de montrer aux gens que nous sommes prêts à les suivre et à trouver une solution dès que possible. La transparence, c'est bien, mais les décisions, c'est mieux. Excusez-moi, toutes les décisions respectent la procédure. Vous imaginez qu'on prend une décision en claquant des doigts? Si j'étais le roi de l'Union européenne, oh, mais je ne suis pas le roi de l'Europe. Mais cette histoire de nitrite dure depuis des années. Non. Excusez-moi, ce dossier montre que tout est dans les clous. Question sécurité. Dans ce cas, pourquoi la Commission a perdu en justice contre le Danemark dans cette affaire de nitrite? Là, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. J'aimerais en lire plus. Je ne sais pas tout sur tout. Alors, petit cours de rattrapage, monsieur le commissaire. Le Danemark voulait limiter l'usage des nitrites. La Commission européenne était contre. Et en 2003, devant la justice, les Danois ont gagné au nom de la protection de la santé publique. Je suis très heureux de cette décision de la Cour de justice. À chaque fois que la Cour de justice montre que la santé publique est une priorité, c'est une bonne nouvelle pour la Commission. Pourtant, depuis cette décision de justice, la réglementation européenne est toujours aussi laxiste. Selon moi, c'est sûr, on doit être plus volontariste pour demander à l'industrie de changer de technologie, de reformuler les produits, d'être attentif aux données scientifiques, avoir comme priorité la santé publique et pas les profits. Bien sûr, mais ça demande du temps. Du temps, ça tombe bien. C'est exactement ce que veulent les industriels et c'est là-dessus qu'ils construisent toute leur stratégie depuis des années. Parce que dans cette affaire des nitrites, cela fait 40 ans que les industriels jouent la montre. 40 ans qu'à coup de manipulation scientifique, de chantage et de lobbying intense, le business de la viande défend son beefsteak. Et c'est de l'autre côté de l'Atlantique que tout a commencé. Si vous pensez qu'on exagère, écoutez ça. À la fin des années 70, le nitrite a failli être interdit par les États-Unis juste après la publication d'une étude de grande ampleur demandée par le gouvernement. Un lien entre nitrite et cancer a été quoi? Prouvé? Suggéré? Non, prouvé. Et c'est une relation très forte. L'expérimentation a eu lieu sur 2000 rats. C'est énorme. Et c'est une étude très sérieuse. L'interdiction des nitrites est annoncée dans la presse, mais le lobby américain de la viande va sortir la grosse artillerie. De son bureau qui surplombe le Capitole, c'est son président, Richard Lyng, qui prend la parole. La charcuterie avec du nitrite, c'est un gros truc. Le chiffre d'affaires de ce secteur représente 12,5 milliards de dollars. On parle de 2/3 de la production de porc du pays. Cette interdiction va être un gros problème pour notre industrie et le gouvernement. On est confiant dans les décisions qui vont être prises. Analyse économique à l'appui, le lobby fait reculer le gouvernement. L'interdiction des nitrites ferait chuter le prix du porc et provoquerait une apocalypse. Mais c'est un événement politique qui va clore le débat. En 1981, Ronald Reagan est élu président des États-Unis et devinez qui entre au gouvernement? Richard Lyng, le président du lobby de la viande en personne. L'interdiction du nitrite est définitivement enterrée. L'étude expérimentale sur les 2000 rats finit à la corbeille.
Et c'est le sort que vont connaître toutes les publications scientifiques qui mettront en cause les nitrites après ça. Si vous vous demandez comment les intérêts de l'industrie peuvent systématiquement l'emporter face aux enjeux de santé publique, ce qui va suivre devrait vous éclairer. 15 ans après la victoire de Reagan et des industriels de la viande, une nouvelle étude choc fait trembler l'Amérique. Décidément, un scandale chasse l'autre. Aujourd'hui, une étude fait un lien entre hot dog et cancer. Imaginez-vous à la place d'un Américain à cet instant. Avec votre famille, vous mangez des hot dogs au centre commercial, dans la rue, pour un oui ou pour un non. L'effet est immédiat. En quelques jours, les ventes de hot dogs baissent de 8%. Et vu la taille du marché américain, cela représente des millions de dollars en moins pour les industriels. L'auteur de l'étude sur les hot dogs, qui a fait plonger les ventes, s'appelle Susan Preston Martin. C'est une scientifique aujourd'hui à la retraite près de Los Angeles, dans une banlieue résidentielle de série américaine. Après des mois de négociations serrées, elle accepte de nous recevoir. Mais il faut insister jusqu'au dernier moment. La dame est discrète. Qui est-ce? C'est Sandrine Rigaud. Quoi? De la télévision française. Madame Preston Martin? Oui? C'est Sandrine Rigaud de la télévision française. Oh, oh mon Dieu. Bonjour. Ah non. Avec ses découvertes sur la charcuterie, la chercheuse a été la cible de nombreuses attaques. Avec nous, elle accepte de revenir sur ses travaux qui montrent un lien entre une consommation excessive de hot dogs et certains cancers rares chez les enfants. Comment avez-vous trouvé qu'il y avait un lien? Comme on le fait toujours quand on réalise des études de ce genre. On est parti d'un groupe d'enfants qui a eu une leucémie et on l'a comparé avec un groupe qui ne l'avait pas eu. Puis on a demandé aux mères avec quoi elles avaient nourri leurs enfants. Et ce qui est apparu clairement, c'était que le groupe qui a eu une leucémie mangeait plus de hot dogs. Et qu'avez-vous pensé quand vous avez vu cette forte corrélation, car elle était assez forte? Ah oui, c'était une forte corrélation avec les hot dogs. J'étais un peu surprise. Mais je suis restée prudente. C'est ce qu'on fait en épidémiologie quand on trouve quelque chose auquel on ne s'attend pas. À partir de ce moment-là, pour les industriels, Susan Preston Martin devient la femme à abattre. Le lobby de la viande. Ils n'ont vraiment pas aimé ce qu'on faisait. Ils étaient très en colère. Et je peux comprendre. Après tout, c'est avec la charcuterie qu'ils gagnent leur vie. Et quand on montre que c'est mauvais pour la santé, ça les dérange. Ils ont essayé de m'abattre, de me discréditer en fait. Scientifiquement, bien sûr. Ce qu'on a découvert va beaucoup plus loin. La scientifique n'a jamais réalisé à qui elle avait vraiment eu affaire. Les États-Unis ont inventé le hot dog. Oscar Mayer l'a fait. Aux États-Unis, depuis toujours, le champion toute catégorie du hot dog de supermarché, c'est Oscar Mayer. America's #1. Une marque du groupe Kraft Foods. Un géant de l'agroalimentaire. Jusque-là, rien de surprenant. Ce qui est moins connu, c'est qu'à l'époque, et jusqu'en 2007, Kraft appartient à Philip Morris, le numéro 2 du tabac dans le monde. Un lobby qui est allé jusqu'au mensonge et à la manipulation pour défendre ses intérêts, notamment dans les années 90, au moment des grands procès du tabac. You believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. I believe nicotine is not addictive. Remettre en cause des faits scientifiques avérés. La stratégie a fonctionné pendant des années avec le tabac. Alors, Philip Morris va s'en servir pour sauver les hot dogs d'Oscar Mayer. Pour comprendre comment la multinationale a manipulé la science pour défendre ses investissements dans la charcuterie,
il faut aller au nord de la Californie, à San Francisco. C'est dans cette bibliothèque universitaire que sont archivés ce qu'on appelle les Tobacco Documents, des millions de documents internes des industriels du tabac. Notre guide, Stanton Glantz, a passé sa vie à décrypter la stratégie des cigarettiers. Il en a surtout retenu une phrase, utilisée par un lobbyiste en 1969. Notre industrie est celle du doute, parce que le doute est la meilleure façon de faire concurrence aux faits qui existent dans l'esprit du public. C'est aussi le meilleur moyen de créer une controverse. Pour lui, tout se résume à un mot, le doute. C'est exactement comme ça, en créant le doute, que Philip Morris va tenter de décrédibiliser le travail du docteur Preston Martin sur la charcuterie et les cancers d'enfants. Les preuves, on les trouve dans l'immense base de données des Tobacco Documents. En tapant Susan Preston Martin, figurez-vous qu'on tombe sur des centaines de réponses. Toutes dans le dossier Philip Morris. Le nom de la chercheuse apparaît régulièrement comme le sujet principal de notes, de courriers, de rapports internes. La multinationale pense que son étude sur les hot dogs peut relancer le débat sur les nitrites des années 70. Alors, elle paye des scientifiques pour passer son travail au crible. Il faut absolument y trouver des points faibles. Ces contrats, les subventions que la chercheuse a décrochées, sont examinés à la loupe. En gros, tout ce qui pourrait être utilisé contre elle est l'affaiblir auprès du gouvernement et de la presse. Cette affaire, Stanton Glantz la découvre avec les documents que nous lui montrons. La stratégie qu'ils ont utilisée pour attaquer cette chercheuse qui travaillait sur le lien entre la charcuterie et le cancer, c'est un grand classique. D'abord, il s'agit de fouiller son travail pour y trouver la moindre petite chose dont on pourrait se servir contre elle. Et comme les questions abordées sont assez techniques, si vous êtes un politique ou un journaliste, à moins d'être très pointu, tout ce que vous entendez, c'est « tel scientifique a dit ça, tel autre a dit le contraire ». Donc, ces efforts pour décrédibiliser le scientifique sont un élément clé d'une stratégie beaucoup plus vaste qui vise à empêcher ou retarder toute décision politique. Pour les industriels, ça se traduit par des centaines de millions de dollars de bénéfices. Tout le jeu, c'est de gagner du temps. Dans les documents sur Susan Preston Martin, d'autres scénarios encore plus machiavéliques sont examinés. Ici, on propose de nouer un dialogue avec la scientifique. Là, on veut organiser un séminaire prétexte pour l'attirer. L'objectif, influencer et même façonner les conclusions de ses futurs travaux. Le point commun de ces documents, ils émanent tous du même cabinet de lobbying. Multinational Business Services, un cabinet déjà mandaté par Philip Morris pour contester les effets du tabagisme passif sur la santé et dirigé par un certain Jim Tozzi, un maître de l'influence. Figurez-vous qu'à Washington, au cœur du pouvoir américain, ce lobbyiste a toujours pignon sur rue. Comme il n'a jamais répondu à nos demandes d'interview, nous y allons sans rendez-vous, avec nos documents sous la main et une caméra discrète. Bonjour, je cherche Monsieur Jim Tozzi. Oui, il travaille ici. Qui êtes-vous? Je suis journaliste, je travaille pour la télévision française sur le lobbying. Vous avez rendez-vous?
Non, mais je cherche à le joindre. J'ai appelé plusieurs fois depuis la France. Entrez, s'il vous plaît. Il n'est pas là en ce moment. La bonne nouvelle, les lobbyistes américains peuvent être accueillants. Nous avons même réussi à avoir Jim Tozzi au téléphone. Jim, tu m'entends? Oui, je t'entends. J'ai quelques questions à vous poser sur Suzanne Preston Martin. Je ne sais pas qui est cette dame. Comment avez-vous eu mon nom? Je ne sais même pas ce qu'elle fait. Mais vous avez mis en place une stratégie visant à la discréditer pour Oscar Mayer, et j'ai donc quelques questions là-dessus. Bruce, t'entends ça? Quoi? Excusez-moi? Désolé, Jim, désolé, mais je n'ai aucune idée de ce dont elle parle. Mais attendez, qui est cette journaliste? Elle bosse pour quel journal? Je ne sais pas qui vous êtes. Je vais vous demander de partir. Je vais vraiment vous demander de partir. Vous avez aimé le lobbyiste accueillant? Vous allez adorer le lobbyiste en colère. Non, vous n'avez pas de rendez-vous. Vous partez maintenant. Partez. Ok, partez. Je vous ordonne de partir. Vous comprenez? Get the fuck out of here! Okay. Do you understand? Get the fuck out! Now get the flying fuck out of here and do not come back. Thank you. C'est dommage que ça se termine comme ça. Finalement, il a fait du bon boulot, Monsieur Tozzi. Enfin, pour les industriels. À l'époque, ces arguments anti-Preston Martin sont massivement relayés dans les médias. Par ce journaliste santé d'une grande chaîne nationale, par exemple, quelques jours seulement après la publication de la fameuse étude. Revenons à cette fameuse étude sur les hot dogs. Souvenez-vous, il a été demandé aux gens s'ils avaient mangé un hot dog. Il ne leur a pas été demandé s'ils avaient mis du pain, s'ils avaient ajouté du ketchup, de la moutarde. Vous devez vous dire qu'on n'en a rien à faire, mais c'est important parce que peut-être ce ne sont pas les hot dogs qui causent le cancer, mais peut-être que c'est le pain, le ketchup ou la moutarde. Il faut faire attention en lisant ces études à ne pas faire de raccourcis. Les pouvoirs publics n'iront pas plus loin. Le dossier des nitrites, qui aurait pu refaire surface, reste au placard. Vous devez vous demander ce qu'en pense Suzanne Preston Martin, la femme qui a été ciblée par le lobby. Nous lui avons montré ces documents, et ce qui l'a le plus contrarié, c'est de voir autant de scientifiques jouer le jeu des industriels. Ces professeurs ont certainement été payés une fortune pour faire ces études. Dans ce cas, probablement par le lobby de la viande. Je parle de milliers et de milliers de dollars. Ils gagnent probablement plus ainsi qu'avec leur boulot de prof. Voir votre nom comme ça sur tous ces documents, ça vous fait quoi? J'ai donné beaucoup de travail à beaucoup de gens. Vous étiez au courant de tout ça? Je savais que l'industrie de la charcuterie était inquiète. Mais non, je ne me doutais pas de tout ça. 20 ans après cette histoire, elle a surtout tourné la page. Ça n'intéresse plus personne. C'est comme ça avec les sujets scientifiques. Ça intéresse le public un jour et puis le lendemain, c'est fini. Vous voulez dire tout ce travail pour rien? Ce n'est pas grave. Les études sont toujours là. Elles ont inspiré certains chercheurs dans le passé. Elles en inspireront d'autres dans le futur. Ça me suffit. Mais un autre scientifique impliqué dans l'affaire a connu une carrière beaucoup plus florissante. Un scientifique payé par l'American Meat Institute, le lobby américain de la viande, pour flinguer le travail de Preston Martin. David Klurfeld. Aujourd'hui, David Klurfeld est responsable du programme Nutrition pour le gouvernement américain. Et on l'invite aux 4 coins du monde pour des colloques scientifiques où il vient donner son point de vue d'expert, totalement indépendant. Je voudrais juste vous expliquer pourquoi la viande est essentielle dans un régime équilibré. Ce jour-là, à Clermont-Ferrand, devant des scientifiques du monde entier,
il parle du lien entre viande, charcuterie et cancer pour dénoncer, PowerPoint à l'appui, un climat de peur, de panique et même d'hystérie. On peut vous en parler. On y était. C'était même au tout début de notre enquête, quand on commençait à peine à s'intéresser aux nitrites et qu'on avait besoin des lumières de spécialistes éclairés pour nous aider. Il y a des études très récentes, publiées cette année, qui disent que ce n'est pas du tout nocif. Certaines disent que ça l'est. Je pense que personne ne sait vraiment de façon définitive ce qu'il en est. Quelques mois après cette poignée de main, quand on nous a parlé de l'industrie du doute, ça a fait tilt. Alors, on a profité de notre voyage aux États-Unis pour lui demander une nouvelle interview. Avec cette fois, davantage de cartes en main. Vous vous souvenez avoir été payé par l'American Meat Institute? Non. Jamais? Non. Je m'intéresse à une scientifique qui s'appelle Susan Preston Martin. Oui. Vous la connaissez? Je sais qui elle est, mais je ne la connais pas personnellement. Vous vous souvenez avoir écrit un rapport sur elle? Oui. Pour l'American Meat Institute? Non. J'ai trouvé ça et c'est bien pour l'American Meat Institute. Ah oui, ok. C'est différent. Ça a été fait il y a 20 ans à peu près. Donc, j'ai oublié ça. Vous vous souvenez combien on vous a payé pour ce rapport? Non. Comme je vous l'ai dit, c'était il y a 20-25 ans. Et quand vous avez travaillé pour le lobby de la viande, vous ne saviez pas non plus que Philip Morris possédait Oscar Mayer? Je ne peux pas vous répondre par oui ou par non. C'était il y a 20 ans. Vous saviez que l'industrie du tabac s'était définie comme l'industrie du doute? Non, je n'ai jamais entendu ça. Non? Non. Mais vous avez essayé de faire douter aussi. Ce n'était pas mon intention. Moi, je voulais juste faire une évaluation. Si je n'avais pas trouvé des raccourcis ou des défauts dans cette étude, je ne l'aurais pas critiqué. Vous ne pensez pas que votre point de vue serait plus fort si je n'avais pas découvert que vous aviez été payé par l'American Meat Institute? Non, je ne pense pas que ça changerait mon point de vue. Ça changerait peut-être le vôtre, car vous ne croyez pas à ce que je dis. Tout ça parce qu'il y a 25 ans, j'ai reçu une somme d'argent dont je ne me souviens pas. Ah, on progresse. Il ne se souvient pas de la somme, mais il reconnaît au moins avoir été payé. Mais vous devez comprendre que les industries sont là pour faire de l'argent. Elles n'aiment pas le risque. Elles ne vont pas payer une étude qui dit que la consommation de hot dogs provoque des cancers chez l'enfant. Pourquoi feraient-elles ça? Leur intérêt, c'est uniquement de financer des études qui montrent que la consommation de hot dogs empêche les cancers chez l'enfant ou qu'il n'y a pas de relation. Ils ne vont pas payer une étude qui est mauvaise pour leurs affaires. Ça a le mérite d'être clair. Une bonne partie du lobbying des industriels de la viande repose sur la collaboration avec des scientifiques rétribués. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Lors d'une conférence sur la charcuterie et le cancer à Lyon, un scientifique français nous l'a confirmé. Denis Corpet est une référence sur le sujet, un spécialiste reconnu dans le monde. L'homme a le tutoiement facile et il ne se prive pas de raconter ce qui se passe dans les colloques. Il y a des gens, je me dis, c'est pas possible, quoi. Ils veulent vendre leur soupe. C'est des bons scientifiques, mais ils disent, oh, bah, les nitrites, ça devrait être une vitamine. Le gars, il te prend un truc qui est un poison, en théorie, et il te dit, oh, faudrait qu'on le classe comme vitamine. Dans les congrès sur le cancer, il y a systématiquement, au premier rang, 2-3 mecs en costard-cravate qui posent des questions, qui disent « Ah, mais en fait, est-ce que vous avez pris en considération tel truc ? Ah, mais en fait, vous dites ça, mais un tel a dit le contraire. » Donc,
nous, scientifiques, on n'a aucun doute, mais t'es journaliste, t'es là, tu dis, finalement, le gars, il montre un truc, mais il y a des gens qui disent le contraire, donc c'est 50-50. C'est pas 50-50, c'est 999 contre 1, et ce 1, il est payé par l'industrie. Voilà, il y a des gros enjeux. Hein. Je suis peut-être un peu parano, hein, mais je crois pas. Quelques jours plus tard, le professeur Corpet nous transmet des noms et des photos de scientifiques qu'il soupçonne d'être très proches de l'industrie. Parmi eux, 2 Américains croisés lors d'un colloque sur la viande et le cancer. Andrew Milkowski et Nathan Bryan. En enquêtant sur le profil de ces scientifiques, nous sommes tombés sur un document qui n'aurait certainement jamais dû se retrouver sur Internet. Un rapport interne de l'American Meat Institute, le lobby américain de la viande. Il décrit la stratégie pour influencer les décisions d'un organisme de premier plan. Cet organisme, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, l'IARC en anglais. Figurez-vous que cette institution, qui est basée à Lyon, est la référence mondiale sur le cancer. En 2006, les scientifiques de l'IARC ont classé les nitrites dans la catégorie des produits probablement cancérogènes. Le groupe 2A. Et ça, c'est mauvais pour le business. Alors, les lobbyistes vont se battre pour faire changer cette classification. Page 64 du document, l'objectif est de faire passer les nitrites dans le groupe 2B, les produits peut-être cancérogènes. Cette stratégie porte un nom, l'IARC Challenge. Elle s'appuie notamment sur les 2 scientifiques qui nous intéressaient, Andrew Milkowski et Nathan Bryan. Avec ce joli dossier dans nos bagages, il était vraiment temps d'aller les voir, les poids lourds du secteur. Bienvenue à Nashville, dans le Tennessee, la capitale de la country music et surtout la ville de Johnny Cash. Cette année, c'est ici que le lobby américain de la viande se réunit. Précisément dans ce grand bâtiment. L'industrie de la viande aux États-Unis, c'est d'abord un très très gros business. Les plus grands acteurs mondiaux du secteur sont là. Smithfield, le numéro 1 du porc, 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Cargill, le géant de l'agroalimentaire, 33 milliards uniquement avec l'alimentation. Et Tyson, le recordman toute catégorie. Cette année, nous faisons toutes divisions confondues entre le bœuf, le porc, la volaille et la charcuterie, entre 37 et 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une petite compagnie. Oui, une toute petite compagnie. On a vérifié, c'est plus de 41 milliards de dollars. Au bout d'une demi-heure, dans la foule, nous repérons un visage qui nous dit quelque chose. La dame là, celle qui goûte à tous les stands. Ah bah oui, page 92 du document de l'IARC, c'est elle avec les cheveux courts. C'est la directrice des affaires publiques du lobby de la viande, Janet Riley. Excusez-moi, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce que vous êtes Janet Riley? Oui. Bonjour, je suis Sandrine Rigaud. Je travaille pour la télévision française sur la charcuterie et le cancer. Et j'ai une question sur un document que j'ai trouvé. Ce document, vous le connaissez? Excusez-moi, qui êtes-vous? Je travaille pour France 2. Oh, je ne crois pas que vous soyez accrédité. Non, vous avez refusé de m'accréditer, mais j'ai des questions importantes. Vous pouvez me donner votre carte? Oui, bien sûr, j'ai ma carte de presse. Ok, suivez-moi. Juste une question. Que savez-vous de l'IARC Challenge? Vous savez quoi? Est-ce que vous pouvez arrêter cette caméra? Je voudrais savoir ce que vous voulez. C'est à propos de nitrite et de cancer. Je vais pas voir ça, merci. Non, ça c'est le mien. Bon, pour l'interview, c'est mal parti.
Après avoir été raccompagnés à l'extérieur, Voici ma carte de presse. et sommés de présenter nos papiers, nous tentons notre chance une dernière fois. Ça ressemble à ce que l'industrie du tabac a fait pendant des décennies. Ça, c'est ce que vous dites. C'est votre avis. Nous, ce que nous faisons, c'est produire des études scientifiques sérieuses qui montrent que nos produits sont sûrs. Et c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant. Et arrêtez, je sais très bien que cette caméra est en train de filmer. Heureusement, dans ce genre de cas, on a toujours un plan B. Dans la liste des scientifiques de l'EARC Challenge, il y en a un qui a accepté de nous rencontrer. Le premier de la liste même. Andrew Milkowski. Destination Madison, dans le Wisconsin. C'est dans cette ville du nord des États-Unis que vit Andrew Milkowski. La ville de l'entreprise Oscar Mayer, le roi du hot dog. Celui de l'affaire Preston Martin. America's #1. Le scientifique a travaillé dans cette boîte pendant 30 ans. Aujourd'hui, il enseigne à l'université. Mais il ne cache pas sa proximité avec le lobby de la viande. Face aux documents que nous lui présentons sur l'EARC Challenge, il assume tout. Enfin, presque tout. Avez-vous été payé par le lobby de la viande pour ça? J'ai reçu une compensation pour mon temps, oui, comme les autres. Combien? Je ne le dirai pas. On parle de quoi? De milliers, de dizaines de milliers de dollars? Des petites sommes. Des petites sommes. On peut avoir une idée? Non. Expliquez-moi pourquoi c'est si vital pour l'industrie de défendre les nitrites. On a essayé de trouver des substituts, mais ça a été un échec total. Trouver un additif aussi simple chimiquement et aussi efficace que le nitrite, c'est tout simplement impossible. Mais s'il y a le moindre risque de cancer, vous ne pensez pas que c'est important de trouver une solution? C'est là que je ne suis pas du tout de votre avis. Parce que je ne crois pas qu'il y ait de risque. Vous pensez qu'il n'y a pas de risque du tout? Je pense que le risque n'est pas quantifiable, si tant est qu'il existe. Là, on a fait cette tête. Pour Andrew Milkowski, donc, les cancers colorectaux, les centaines d'études sur les dangers du nitrite, tout ça, ça n'existe pas, circulez, il n'y a rien à voir. Aux États-Unis, c'est grâce à des scientifiques comme Milkowski que l'industrie de la viande vient d'inscrire une nouvelle victoire à son palmarès. Dans un État pourtant pionnier en matière de santé publique, la Californie. Ce bâtiment imposant, c'est l'Agence pour l'environnement et la santé publique de l'État, une sorte de super ministère. Nous avons rendez-vous avec Sam Delson, le responsable des relations extérieures. Il va nous montrer un document qui n'existe dans aucun autre État américain. Ça, c'est la liste? Il s'agit d'une liste de substances jugées dangereuses pour l'homme par la Californie. Pour faire du business, ici, les fabricants n'ont pas le droit d'utiliser ces substances, ou alors ils doivent alerter les consommateurs. Et c'est très contraignant, parce qu'il y a plus de 800 produits sur la liste. Alors un bon exemple, c'est évidemment la fumée de cigarette. Il y a aussi le plomb. On trouve d'autres choses, comme le benzène. C'est ce qui s'échappe par exemple des pots d'échappement. Là, nous avons l'aspirine. L'aspirine? L'aspirine, oui. C'est surtout risqué pour les femmes enceintes. Et là, il y en a un bizarre. Les grandes fougères. Si vous voulez en manger, allez-y, mais soyez conscient qu'il ne faut pas en manger tous les jours. Et on ne trouve pas de nitrite? Non, pas le nitrite.
Cela fait des années que les nitrites sont dans le viseur, mais la procédure n'a jamais abouti. Quand on croit qu'il faut ajouter un produit sur la liste, on le fait savoir publiquement. Cela déclenche une période pendant laquelle n'importe qui peut nous transmettre des observations et nous dire si le produit doit ou non être classé comme dangereux. C'est après que nous prenons une décision. Pour les nitrites, voici les observations qui ont fait pencher la balance. Sur les 7 contributions, 6 émanent de lobbies agroalimentaires. Et la palme du texte le plus dense, 31 pages, revient à Andrew Milkowski. Avant l'interview, nous montrons à Sam Delson tous les documents sur Milkowski, les Arc Challenge, les tentatives d'influence. Devant l'avalanche de preuves accumulées pendant des mois d'enquête, il finit par sortir son téléphone pour prendre des photos. En revanche, pour répondre aux questions, il est moins inspiré. Ce sont leurs affaires. S'ils pensent qu'ils peuvent influencer une décision, mais nous laissons la science décider. Pensez-vous qu'il peut vous arriver d'être manipulé par les industriels? Nous faisons de notre mieux pour prendre des décisions uniquement basées sur des faits scientifiques, quelles que soient les pressions ou tentatives de pression de groupes extérieurs. La Californie doit réexaminer la dangerosité du nitrite, mais pas avant l'année prochaine. Pour le lobby, c'est toujours ça de prix. Du temps gagné, ce sont des bénéfices qui ne sont pas perdus. En Europe, une nouvelle étude sur les nitrites était attendue en décembre 2015. Près d'un an plus tard, elle n'a toujours pas été publiée.